Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Digital Change, donc avec la thématique La fenêtre de demain est connectée. Et donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec la présence de Bruno Léger, donc directeur général du groupe Liebo et président de sa principale filiale K-Line. Donc Monsieur Léger, je vous laisse vous présenter. Non, je m'appelle Bruno Léger, je suis directeur général du groupe Liebo depuis plus de 10 ans et de K-Line depuis une quinzaine d'années. Merci beaucoup. Et donc, nous aurons l'intervention d'un expert en fin d'atelier, à savoir David Fortino de la société Sigal. David, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc David Fortino, société Sigal, basée aux Herbiers également, une trentaine de personnes, et nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Et donc moi-même Anaïs Bécu, donc responsable projet pour la banque d'entreprise BNP Paribas et auparavant responsable digital en région Ouest, donc je suis ravie de revenir sur Nantes aujourd'hui. Donc nous allons commencer par un témoignage. Vous savez que les ateliers durent 35 minutes, mais vous aurez la possibilité pendant tout l'atelier de poser vos questions grâce à l'application digitale evals.fr. Donc pour ça, je vais vous demander d'ouvrir votre navigateur Internet sur votre téléphone portable. Faites-le dès maintenant, comme ça vous serez connecté. Et avec le code DC19, vous allez pouvoir rentrer dans la salle et poser vos questions tout au long de l'atelier. Et nous aurons donc 10 minutes pour pouvoir en sélectionner quelques-unes. Donc sans plus attendre, je vous laisse peut-être regarder le code. Sans plus attendre, je vais introduire simplement en disant que la transition numérique est un sujet vaste, complexe, où souvent la question de pourquoi ou comment se lancer s'impose à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Pour K-Line, il y a 4 ans, le constat de départ est celui finalement le plus important, puisqu'il est centré client, c'est que l'usage de tous est modifié depuis de nombreuses années. Et donc, ma première question, Monsieur Léger, ça va être justement celle de la réflexion que vous avez pu avoir il y a 4 ans, le constat, puisque finalement, votre digitalisation, c'est la réponse à un quotidien aujourd'hui modifié. Alors en fait, nous avons beaucoup réfléchi à l'information et à la question suivante, à quoi ça sert d'être informé? Parce que nous vivons aujourd'hui avec nos smartphones et des milliers d'informations qui nous arrivent en permanence. Et nous, ce que nous avons pensé, c'est que ça nous sert à vivre plus sereinement. Parce qu'on sait en permanence où on est, on sait en permanence combien de temps on va mettre pour aller à un endroit. Quand on court, on connaît son rythme cardiaque. On peut citer des centaines d'exemples qui font qu'on vit aujourd'hui plus sereinement grâce à cette information. Et donc la question pour nous qui sommes fabricants de fenêtres, qui sommes le premier fabricant de fenêtres en France, la question est la suivante, et la maison dans tout ça, et la fenêtre dans tout ça. Et là, c'est là où la réponse est malheureusement que la maison et la fenêtre, elles sont au XXe siècle, voire au XIXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur sa maison, et je peux vous raconter des tas de scénettes que vous avez vécues et que vous continuerez à vivre quand on sort de chez soi. On s'assure qu'on a bien fermé toutes les fenêtres. Et bien pour faire ça, on va dans les pièces et on regarde qu'on a bien fermé toutes les fenêtres, ainsi que la porte d'entrée. Qui n'a pas vécu la scénette suivante quand vous partez de votre résidence secondaire ou de votre résidence principale et que tout le monde s'interroge, qui a fermé la porte? C'est toi? C'est toi, mais finalement, qui est parti le dernier? D'habitude, c'est toujours toi qui ferme la porte. Bon. Donc aujourd'hui, sur la maison, on n'a pas beaucoup d'informations. Et pourtant, quand on parle de vivre sereinement, c'est un enjeu extrêmement fort, puisqu'on parle de la sécurité de sa maison, de la sécurité de ses biens, de la sécurité de son intimité. Donc voilà, donc on a beaucoup réfléchi autour de ça et on s'est dit, déjà, ça serait extraordinaire si nos produits, les fenêtres, les portes, les baies vitrées, communiquaient leur état. Leur état, c'est-à-dire je suis verrouillé ou je suis ouvert. Et qu'on puisse avoir cette information en permanence sur son smartphone. Donc on est parti de cette idée et on a réfléchi autour de cette idée. Donc le pourquoi, effectivement, c'est l'usage client. Maintenant, on va entamer la partie du comment. Et le premier comment, ça a été finalement d'envisager une nouvelle gamme de produits connectés. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement cette gamme pour qu'on comprenne bien justement quel impact ça a pu avoir sur l'entreprise? Donc en fait, nous avons créé des capteurs qui se mettent dans nos produits. Ces capteurs détectent le verrouillage, parce que vous avez tous dans votre vie vu des espèces de petites verrues sur les fenêtres avec des câbles, d'accord, et qui disent si c'est plaqué ou pas. Et souvent, c'est relié à l'alarme. Alors c'est laid, c'est câblé, donc c'est pas pratique. Donc nous, on a fait des capteurs qui sont complètement intégrés dans les fenêtres et qui sont non câblés et qui sont dans
tous nos produits, de façon à ce que toute la maison soit concernée. Donc ça concerne aussi bien les fenêtres, qu'elles soient françaises ou oscillobattantes, ça concerne les baies vitrées et ça concerne la porte d'entrée. Et donc ça communique, je répète, non pas ce plaquage, c'est-à-dire le fait que ce soit plaqué, mais le verrouillage, ça veut dire que ça détecte si la fermeture a fonctionné ou pas. Si vous avez bien tourné la poignée, vous avez bien actionné le lock-to pour la baie vitrée, si vous avez tourné la clé pour la porte. Donc ça détecte le mouvement de la crémone, le mouvement de la fermeture. Et puis ce mouvement, ça le communique. Ça le communique à travers un protocole à une box. Et cette box communique avec votre box Internet, qui évidemment envoie l'information à votre smartphone dans une apps qui s'appelle K-Line Smart Home. Voilà. Et à partir de ça, on est allé un petit peu plus loin et on a dit, puisque toutes les ouvertures sont équipées de capteurs, c'est très simple de mettre une alarme, puisque évidemment ces capteurs vont pouvoir communiquer avec l'alarme. Et à partir de ce moment-là, on a mis une alarme qui est évidemment connectée également, qui est reliée à tous ces capteurs. Et vous n'avez plus besoin de mettre, là aussi, ces détecteurs volumétriques dans les maisons ou d'équiper les fenêtres, puisqu'elles sont déjà équipées de façon invisible. Voilà comment ça marche. Et donc pour ça, puisque vous partez d'une feuille blanche au démarrage, il a fallu trouver un partenaire, notamment pour cette expertise, les technologies. On sait aujourd'hui que votre partenaire, c'est le groupe breton Deltador. Alors ma question sera, pourquoi ce partenaire en particulier? Et aujourd'hui, quels sont les bénéfices mutuels que vous apportez l'un et l'autre? Donc là, on se retrouve en 2014 avec une feuille blanche, juste cette idée de dire, il faut que nos produits informent de leur état. Donc on a été voir des spécialistes de l'électronique, on a été voir beaucoup de gens dans nos métiers, on a réfléchi et puis on a rencontré Deltador. Et avec Deltador, on a partagé une vision. Parce que Deltador, non seulement c'est un fabricant, alors pour ceux qui ne connaissent pas Deltador, c'est un fabricant de produits électroniques breton, qui depuis des décennies est le spécialiste de l'information sur le chauffage. D'accord ? Et avec Deltador, on a trouvé quelqu'un qui était capable de nous produire nos capteurs, quelqu'un qui allait nous fournir le protocole, la box, qui s'appelle la TIDOM 1.0, et aussi l'apps. D'accord ? Donc on avait vraiment tout ce qu'il nous fallait, mais c'est pas ça qui a été le plus important. Le plus important, c'est qu'avec Deltador, on a surtout partagé la vision qui est la vulgarisation, la démocratisation de tout un certain nombre de fonctions. Et on a partagé aussi l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que c'était des petites équipes, avec les patrons, entourés de toutes petites équipes. Et il y a eu une entente entre les hommes, qui commençait par l'entente que j'ai eue avec le président de Deltador, qui a été exceptionnelle et qui a fait qu'on a développé très très vite et qu'on a réussi à franchir toutes les difficultés dont on va vous parler tout à l'heure. Mais j'insiste, s'il n'y avait pas eu cette entente entre les hommes et cette efficacité opérationnelle entre deux entreprises familiales, d'accord, où vous avez les patrons qui sont dans la salle et les patrons qui décident à toute vitesse et les équipes qui sont des petites équipes restreintes qui se focalisent et qui avancent, s'il n'y avait pas eu cette connivence opérationnelle, on n'y serait jamais arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a entendu à plusieurs reprises que le digital était une affaire d'humain. Et c'est une preuve supplémentaire. Donc sur l'atelier Digital Change, il y a une grande partie aussi qui est consacrée aux obstacles que les entreprises ont pu découvrir au fur et à mesure de leur digitalisation. Donc on va arriver à cette partie-là. Et votre premier enjeu, il est technique. On imagine assez bien que le matériau de l'aluminium n'est pas aussi facile à transformer, mais en plus, vous imposez dès le départ une ambition qui est très forte, celle que toute la gamme soit lancée d'un coup en connecté. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette phase-là où on décide de passer l'entièreté de la gamme en mode connecté? Alors, évidemment, quand on parle d'équiper une maison, et on parle surtout de la sécurité de la maison, il suffit qu'il y ait une ouverture qui ne soit pas équipée pour que tout tombe, l'intérêt tombe complètement. Donc évidemment, on a placé la barre très haut, puisqu'on a voulu que tous nos produits soient concernés. C'est-à-dire, je répète, aussi bien différents types de fenêtres battantes, mais aussi les baies vitrées et aussi les portes d'entrée. Donc tous les produits. À chaque fois, c'est des produits différents. À chaque fois, c'est des types de fermetures différents. À chaque fois, c'est une électronique et un produit différent. Donc ça multiplie l'ampleur du projet. On a voulu aussi que ce soit complètement invisible. Invisible quand la fenêtre est fermée, invisible quand la fenêtre est ouverte. Parce qu'on est très très soigneux sur le design de nos produits. Et donc, si vous voyez, quand vous ouvrez, si vous voyez des produits au milieu des profilés, c'est pas beau non plus. Donc, on a énormément travaillé ce point-là. Si c'est invisible, c'est qu'il n'y a pas de câble, c'est que c'est autonome. On a voulu que la durée des piles soit longue.
Ça, c'est un point sur lequel, avec Deltador, on est très, très attaché. Donc, la durée de vie des 5 ans est de 5 ans. On a voulu que ce soit très simple. Simple à poser, ça veut dire que pour notre installateur, ça ne change absolument rien. Il pose la fenêtre exactement comme si c'était une fenêtre non connectée. Elle lui arrive avec le détecteur intégré et il la pose exactement de la même façon. Alors c'est simple à installer, c'est-à-dire l'appairage entre le DVI, le détecteur de verrouillage intégré, et l'APS se fait en 15 secondes, donc l'appairage est extrêmement simple. On a voulu que ce soit aussi très simple à utiliser, et là c'est toute l'APS Deltador qui est particulièrement conviviale. Voilà, donc et puis, vous avez parlé, évidemment, la difficulté qu'on avait, nous, puisque je n'ai pas dit, les fenêtres K-Line sont des fenêtres qui sont toutes en aluminium, et exclusivement en aluminium. Et l'aluminium, ce n'est pas le matériau le plus facile pour ça, donc il a fallu passer ce handicap du matériau aluminium. Donc on a commencé à travailler avec Deltador en 2015, ça a été plus de 3 ans de travail. On a beaucoup cru qu'on n'y arrivait pas. Il y a eu plusieurs phases où on a failli abandonner tellement on n'y arrivait pas. Et puis on s'y est remis et on a fini par aller au bout. 3 ans de boulot, 4 brevets. Voilà, donc effectivement, mais je le répète, c'est dû à l'ampleur du projet. On aurait pu dire, on en fait un et puis on verra si ça marche. Ça aurait été complètement idiot puisque justement, ça ne peut marcher que si tous les produits de la maison sont concernés et si on a l'information sur la sécurité de sa maison concernant toutes ses ouvertures. Voilà, donc on a vraiment, c'est vraiment l'ampleur du projet qui a été une des grosses difficultés. Et le deuxième enjeu, il est relatif à une conviction personnelle depuis le début, c'est que l'innovation ne doit pas se ressentir sur le prix. On en a parlé rapidement tout à l'heure, et donc forcément ça impacte votre chaîne de marge. Comment vous avez réussi à embarquer l'ensemble des équipes et des clients dans cette aventure qui consiste justement à ce que le prix ne se ressente pas pour votre client final? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'information qui nous abreuve et qui nous rend la vie plus sereine. Cette information, elle est gratuite. Donc, si on veut faire payer l'information sur l'état de ses fenêtres et de sa porte, je crois qu'on faisait fausse route. Donc, depuis le début, on s'était dit, cette information, elle doit être gratuite ou quasiment gratuite. Bon, sachant que, pour les gens qui, comme moi, ont un peu de bouteilles sur le marché, la domotique, on en entend parler. Déjà, à la fin des années 80, on avait des produits domotiques qui étaient hors de prix. On n'en a évidemment jamais vendu. La domotique s'est retombée aussi sec. Et ça revient aujourd'hui. Donc toutes ces leçons du passé, l'information qui a changé le monde à travers nos smartphones, tout ça, ça doit être quasiment gratuit. Comment faire, puisque ce produit il a un coût? Le capteur qu'on met dans la fenêtre, il y a de l'électronique, il y a une batterie, il y a une antenne, il y a évidemment un carénage de tout ça. Tout ça, ça a un coût. Donc comment faire pour que ça arrive quasiment gratuit chez le particulier? On aurait pu le donner. Ça nous aurait coûté quand même pas mal d'argent. Donc on a pris une autre option, qui est une option assez volontariste et pour laquelle on nous a pris pour des fous, hein, aussi bien en interne qu'en externe, que nos clients. C'est de dire on ne va pas gagner d'argent. Quand on explique ça, la plupart des patrons disent on innove, et évidemment on fait payer notre innovation, ça fait des années qu'on travaille, on a investi, on a mis des stocks, on a déposé des brevets, on a évidemment une équipe R&D qui coûte. Donc tout ça, ça se paye. Eh bien non, nous on a dit, on ne va pas le faire payer. Ça veut dire qu'on va le vendre exactement ce que ça nous a coûté. On va le vendre au prix coûtant. C'est-à-dire on ne prend pas de marge. Donc ça c'est le premier pari, qu'il a fallu un peu expliquer en interne. Et puis le deuxième pari, ça a été d'aller l'expliquer à nos clients et de leur dire, même chose, on va vous demander de ne pas gagner d'argent. Donc au début, là, ils nous ont aussi pris pour des fous. Donc ils se sont dit, c'est pas grave, il va revenir dans 3 mois, il se sera calmé. Et puis on est revenu dans 3 mois plus tard et on leur a dit la même chose. On vous demande de ne pas gagner d'argent avec ça. Parce que si on veut que ça marche, si on veut vulgariser l'information et si on veut vraiment changer la vie de nos utilisateurs, de nos produits que nous concevons et fabriquons et que vous, nos clients installateurs, vous installez, si on veut changer la vie des gens dans leur maison, alors il faut que ça soit vraiment diffusé au plus grand nombre. Et il faut que personne ne puisse renoncer à ça pour une question de prix. C'était ça notre idée. Donc il a fallu aller convaincre nos clients. Dans d'innombrables réunions, au début il y avait un peu de réticence, il y a des gens qui ont pigé très vite, il y a des gens qui ont dit non, c'est génial, c'est génial. Et puis non seulement on va aussi ne pas gagner d'argent, mais on va même l'offrir. Donc voilà, donc on a réussi à en convaincre un certain nombre et puis on continue
à essayer de convaincre le plus possible de nos clients. Alors c'est pour ça que, pour être précis, aujourd'hui, ces fameux capteurs sont vendus 20 € TTC par fenêtre. Alors comment on arrive à 20 €? C'est notre prix de revient, plus la marge à 20%, la TVA, pardon, pas la marge, justement, il n'y en a pas, la TVA à 20% du particulier quand il construit une maison neuve. S'il est en rénovation, c'est 5,5, la TVA. Si c'est une maison neuve, c'est 20%. Voilà comment on arrive à 20 €. Donc 20 €, s'il y a 10 fenêtres et portes dans votre maison, ça fait 200 € sur le prix d'une maison. C'est donc, on dit peut-être, avec un abus de langage, on dit que c'est quasiment gratuit. En tout cas, c'est extrêmement faible par rapport à une porte d'entrée qui vaut plusieurs milliers d'euros. TTC posé, quand vous rajoutez 20 €, c'est quand même une toute petite somme. Et ça vous rend un très grand service. Je répète, combien de fois vous vous posez la question, est-ce que j'ai pensé à fermer ma porte d'entrée à clé? Voilà, pour 20 €, vous pouvez le savoir sur votre smartphone en permanence et de façon gratuite et éternellement gratuite, à partir du moment où vous avez mis le DVI. Donc voilà, donc ce pari, c'est effectivement la vision. On a été au bout de notre idée. Notre idée, c'était que cette information soit gratuite ou quasiment gratuite. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Et la très belle histoire, c'est que je crois que certains clients installateurs maintenant finissent par convaincre les autres pour l'avoir testé. Voilà, on anime beaucoup de réunions clients, hein, c'est notre rôle, et tout le monde n'est pas convaincu d'entrer. Vous avez des gens qui sont forcément réticents à ça, et ils disent, moi mes fenêtres, elles iront bien comme d'habitude, je ne vois pas pourquoi je changerais. Et c'est intéressant de les mettre dans une salle et de les voir discuter, et de voir les gens effectivement qui, eux, sont convaincus, et de leur expliquer qu'ils n'ont absolument rien compris, puisqu'aujourd'hui, dans notre métier comme dans tous les métiers, et dans le leur aussi, de constructeurs de maisons individuelles, par exemple, l'enjeu, c'est de se différencier. Aujourd'hui, ils sont en permanence en concurrence. Un particulier, vous, moi, quand on construit une maison, on met en concurrence des constructeurs, et les constructeurs, ils doivent se différencier. Il n'y a pas que il y a le prix, sinon, ça ne revient qu'au prix. Donc tout ce qui peut leur permettre de se différencier, pour eux, c'est fondamental. Donc certains l'ont compris et utilisent évidemment la maison connectée pour se différencier. Et donc ils les offrent, alors que d'autres n'ont pas encore compris, mais ils vont y venir. Justement, nous allons aborder la dernière partie qui est les résultats obtenus grâce à cette nouvelle gamme connectée. Donc on rappelle que ça fait simplement 1 an finalement qu'elle est en tout cas sur le marché. Et sur votre marché le plus concerné, qui est celui des particuliers, vous êtes déjà à un taux d'équipement de 20% et avec une ambition déjà fixée bien plus haut. Mais quelle est votre plus grande satisfaction aujourd'hui, au bout d'1 an, 1 an et demi ? Oui, alors c'est sûr que tous nos produits ne sont pas concernés sur tous nos marchés. Donc nous, on s'était dit, notre ambition, c'est d'aller à 50%, et on a bon espoir d'y arriver un jour sur les marchés concernés, parce que certains ne sont pas concernés. Donc on est en bonne voie pour y arriver. Donc au-delà de ça, c'est clair qu'on a fait avancer le marché. C'est clair qu'on a vu, je crois que ça va faire sourire certains dans la salle, on a vu un certain nombre de nos collègues et amis et néanmoins concurrents nous emboîter le pas. Et on voit dans les salons, partout sur les stands, des fenêtres connectées. On a vu des gens qui étaient dans les quincailleries connectées qui d'un seul coup sont devenus très très précieux aux yeux de tous leurs clients. Donc il y a indiscutablement quelque chose qui s'est passé sur le marché, et on en est très content parce que je répète quelle est l'idée initiale. L'idée initiale, c'est de rendre la vie des utilisateurs de nos produits plus agréable. Plus agréable parce que plus sereine, parce que là aussi, je suis informé sur des tas de choses qui me rendent la vie plus facile. Je sais maintenant si j'ai pensé à fermer ma porte à clé, et ça m'a quasiment rien coûté. Et c'est normal, l'information aujourd'hui, elle est gratuite, et j'ai besoin de cette information pour vivre plus tranquillement. Et aujourd'hui, de ce que vous constatez, entre il y a 4 ans, vous étiez les seuls, les premiers leaders donc, de fabricants de fenêtres aluminium, et aujourd'hui vos concurrents, vous pouvez dire justement avoir fait bouger le marché de la fenêtre connectée. Il y a aucun, je répète ce que je viens de dire, quand on va dans les salons, quand on lit les journaux de nos métiers, le marché bouge, évolue, tout le monde s'y met, tout le monde s'organise pour y aller, donc c'est sûr que les choses sont en train de bouger très très vite. Très bien, alors David, du coup, ça va être le moment de l'expertise, à la fois sur ce que vous venez d'entendre, sur le témoignage de l'entreprise Skaline, et peut-être aussi une vision sur l'objet connecté en général. Oui. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par le biais de l'expérience Skaline, par Bruno. Déjà, je vais commencer par une définition. L'objet connecté, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que l'objet connecté ? L'objet connecté, c'est un objet communicant, d'accord, qui a un capteur d'information et qui fonctionne de manière autonome. Alors à partir de là, on peut se dire que c'est très simple.
En fait, ça ne l'est pas du tout. Un objet connecté, la première chose, la première fonction, c'est qu'il doit être identifié, il doit s'identifier, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir le reconnaître très facilement. On sait, c'est l'appairage dont vous parliez tout à l'heure. Donc quand on est sur une appli, on doit savoir sur quel objet connecté on se situe. Et surtout, il doit être sécurisé, ça ne doit pas être n'importe quel objet connecté, ça ne doit pas être celui du voisin, par exemple. Donc il y a vraiment une problématique d'identification. Ensuite, il y a une problématique de capteur. Donc qu'est-ce que je capte ? Tout peut être capté, de la température à l'ouverture. Là, il y a un système d'aimant en fait, qui va pouvoir intervenir vis-à-vis de la fermeture d'une porte. Mais on va avoir un capteur qui va donner un état. J'aime beaucoup la définition que vous aviez donnée à une époque, c'est que la fenêtre a conscience de son état. Donc au-delà de la philosophie que ça implique, ça montre bien en fait que l'objet connecté va permettre de donner un état à un autre objet. Voilà l'objectif. Donc, quand on parle de ces différents éléments identification capteur, il faut évidemment également une connexion, c'est-à-dire que les objets connectés peuvent dialoguer entre eux. D'accord. Il faut ensuite une connexion, c'est-à-dire que les objets connectés vont référer à soit un smartphone, soit un boîtier, soit enfin, etc. Donc, il y a une connexion pour récupérer l'information. Et ensuite, il y a un traitement d'information. Vous parliez des apps tout à l'heure, donc ce sont les applications, je pense, qu'on télécharge à partir des plateformes. À partir des smartphones, pardon. Donc il faut une application qui va permettre de traiter l'information, soit à travers des serveurs, soit directement à partir de l'application. Donc là, on a une chaîne complète en fait, de connexion. Et je ne vous parle pas du réseau, Internet notamment, qui va permettre d'accéder à toutes ces infos. Donc ça, c'est pour la définition, ce que c'est qu'un objet connecté. On parle d'un objet tout simple qui finalement, dans son traitement, dans ce qu'il fait, est quand même relativement complexe. Surtout que ça se multiplie à l'infini. Donc justement, les objets connectés aujourd'hui, on entend parler depuis 5, 6 ans, 10 ans. D'accord. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a environ 15 milliards de par le monde d'objets connectés. Gartner parle en projection à 2020 de 50 milliards d'objets connectés. Moi, pour tout vous dire, ça pourrait être 50, 80, 100. Ça ne représente pas grand-chose pour moi en termes d'échelle de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se précise de plus en plus et ça se développe de plus en plus. Les technologies, maintenant, sont pérennes. On a un réseau qui permet justement de gérer toutes ces connexions. Et il y a de nouvelles technologies qui se mettent en place, notamment le edge computing, par exemple, qui permet d'avoir des bases de données déportées, qui vont permettre de soutenir tout cet afflux d'informations. Parce qu'en effet, au niveau des données, au niveau des objets connectés, la pépite, je dirais, l'or de l'objet connecté, c'est la donnée. Donc pouvoir récupérer cette donnée, pouvoir la traiter, pouvoir la rendre intelligente, pouvoir la rendre informative, pouvoir ensuite la redistribuer vers les personnes concernées, eh bien ça fait partie des enjeux de demain. D'accord ? Ça fait un peu science-fiction, sauf qu'on se disait il y a 5 ans qu'avoir une montre connectée, c'était quand même pas banal. Aujourd'hui, ça ne choque personne d'avoir une montre connectée ou d'avoir une appli qui permet de savoir où on est, le parcours de ski qu'on a pu faire dans la journée, de mesurer le nombre de pas et ainsi de suite. Donc on est sur de l'objet connecté également, un peu plus intelligent parce qu'il a une couche logicielle, mais c'est de l'objet connecté. Donc pour en revenir à K-Line, je salue votre pugnacité parce qu'en effet, c'est la bonne démarche. Il faut mettre l'usage au centre, c'est-à-dire que dans cette démarche-là, on part de l'usage et c'est l'usage qui fait qu'on s'intéresse aux objets connectés et pas l'inverse. Il y a beaucoup de projets d'objets connectés qui sont restés dans les cartons ou qui sont restés à l'état d'objets sans jamais vraiment trouver de public dans le cadre de leur connexion. Donc l'usage est très important, surtout dans le cadre d'un déploiement vis-à-vis d'un consommateur final, du consommateur. Il y a d'autres applications à travers les industries qui permettent à des machines notamment de communiquer sur leur état. Mais là, on est vraiment vis-à-vis d'un consommateur final, donc qui est très sensible à la sécurité, mais à qui il ne faut pas demander d'en faire. Voilà, donc il faut en faire à sa place. Donc la deuxième approche, vous vous êtes entouré, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats à faire. On ne va jamais sur ce genre de marché tout seul. D'accord. Soit on y va en respectant un standard, donc on respecte le standard que quelqu'un d'autre a créé, soit on y va, comme vous l'avez fait, en créant un standard. C'est aussi une option. Et on peut tout à fait voir que 2 entreprises du Grand Ouest, bretonne et vendéenne, peuvent tout à fait s'associer pour créer des nouveaux standards dans le cadre de la communication et des objets connectés. Donc c'est tout à fait viable, jouable. Il ne faut pas avoir peur de cette démarche, c'est finançable. Et dernier point, il y a le modèle économique qui va avec. Et en effet, on est sur des modèles économiques type
digitales. Hein, donc les applications qu'on retrouve sur les smartphones, les applications qu'on télécharge sans jamais rien payer, où la gratuité ou le semblant de gratuité est plus ou moins la norme. Voilà. Donc bien réfléchir au modèle économique qu'on veut mettre en place avant de démarrer un projet de ce type-là. Donc voilà pour l'éclairage, en espérant vous avoir apporté quelques informations. Merci. Alors du coup, ça va être le temps pour les questions. Donc je vais peut-être demander à Sylvain de bien vouloir me rejoindre. Hop. Merci. Bonjour à tous. Bien, eh bien écoutez, vous avez été prolixe sur vos smartphones, puisqu'on a une quarantaine de questions de la salle. Donc vous imaginez bien la difficulté pour moi d'en faire la synthèse rapidement et puis de prendre les bonnes. Mais je vais essayer. Alors, en tout cas, je vais commencer par une question qui va vous faire sourire. Bonjour Monsieur Léger. Avez-vous fait le tour de votre maison avant de partir ce matin? Donc non, j'imagine, vous vous êtes connecté. Donc merci d'avoir posé cette question. Mais tout ce que j'ai raconté, c'est du vécu, ça je vous le garantis. Ça me permettait d'introduire. Alors, vous en racontez d'autres aussi, mais je ne sais pas si ça vous passionnera quand même. Alors on a eu des questions autour d'un nom, je ne sais plus si vous l'avez cité, autour d'une société qui s'appelle Somfy. On a eu plusieurs questions. Alors pourquoi ne pas avoir retenu un partenaire ou un prestataire comme Somfy? Et donc du coup, puisque vous ne l'avez pas retenu, quels sont vos éléments différenciants, vraiment différenciants, avec un concurrent comme Somfy? Réponse courte, parce qu'on en a plein. Vous commencez par la question. Alors, je me suis dit, on va s'en débarrasser parce que je l'avais. Étant le groupe leader de la FNET et un des groupes leaders en Europe, on est numéro 3 en Europe. Alors, je n'ai pas dit, le groupe Lietbo, c'est un peu moins de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 personnes. On est très proche de Somfy. Donc, on n'est pas concurrent de Somfy parce que d'autres sociétés du groupe Lietbo sont partenaires avec Somfy et de grands partenaires de Somfy. Bon, simplement, Somfy a son univers et qui, jusqu'à maintenant, était relativement fermé. Je prends 2 précautions oratoires. Bon. Et donc, on a vu que c'était compliqué de travailler avec eux à l'époque. On est en 2014. Et tout ce que j'ai dit sur la simplicité et l'efficacité du travail avec Deltador, qui sont d'abord passés par cette entente entre les patrons, donc entre le président de Deltador et moi, à l'époque, ne s'est pas passé avec Somfy et ne se serait pas passé avec Somfy tels qu'ils étaient à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu changer. Les choses pourraient être différentes. Cela étant, donc, ils ont leur univers, ils ont leur protocole, ils ont leur box. Ça marche très bien pour eux, merci. C'est le leader mondial du moteur de volet roulant. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est une magnifique entreprise de la vallée de l'Arve, à Cluses. Et c'est une entreprise qui s'ouvre de plus en plus. Donc, il y a des choses qui seront certainement possibles demain. Je pense qu'ils sont au CES en particulier, ils ont encore montré plein de choses, j'y étais pas, on m'a raconté, mais ils s'ouvrent et ils ont des partenariats avec des très grandes marques comme Legrand. Donc il y a certainement des choses qui seront possibles demain. C'est bien qu'une entreprise dans le marché de la fenêtre et du portail s'ouvre. Bien, ça c'est fait. Donc beaucoup de questions sur la sécurité. Donc je vais essayer d'en faire une synthèse. Alors, bien sûr, comment sécuriser vos informations? Cette question est revenue plusieurs fois sous différentes formes. Que se passe-t-il en cas de coupure d'alimentation ou de réseau, parce que du coup, ça fait peur. Et puis, quelle garantie sur la sécurité de ces données par rapport au risque potentiel, donc du coup de cambriolage, puisque potentiellement, si on prend les données, si quelqu'un prend les données, puisqu'on écoute facilement du Wi-Fi, on écoute de la 3G, de la 4G aujourd'hui, et si on écoutait aussi le fait que ma porte, quand je regarde, je l'ai laissée ouverte. Alors là, vous rentrez dans les informations dont je ne suis pas le premier expert. Alors Deltador a un choix, je ne sais plus comment il appelle, mais les données restent dans la box. Donc ils ont fait un choix tout simplement de sécurité à travers ce... Il y a un nom autour de ça qui ne me revient pas. Le Home Cloud, tout simplement. Voilà, le Home Cloud. Donc ça ne va pas dans le cloud, ça reste dans la box. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement sécurisé. Et leur protocole X3D d'information est un protocole très sécurisé. D'accord. Donc du coup, finalement, tout reste dans la box, c'est ce que vous nous dites, et exactement. Même pas peur. Alors,
justement, vous voyez, il y a une question, ça revient encore. Une généralisation d'un même système de sécurité ne présente-t-il pas une grande responsabilité du coup pour votre société? Quid du hacking du système? Puisque finalement, c'est dans la box, donc Deltador ou vous. Mais ce qu'on nous pose comme question, c'est que finalement, êtes-vous responsable si des fois, si d'aventure, eh bien, le système avait dit que tout était bon, et puis ça ne l'était pas. Ou alors, ça a été hacké, et voilà. Est-ce que vous êtes responsable? La question est derrière, qui est un peu ça, c'est est-ce que vous êtes responsable d'un tel système, puisque vous devenez comme un acteur de la sécurité qui devient responsable du système installé? À ce stade, on ne parle que d'information, elle est gratuite. Je dirais que c'est un stade quand même de danger qui est extrêmement faible. Il y a d'autres produits dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet, mais qui consistent à mettre en mouvement à distance. Par exemple, à ouvrir ses volets roulants, ou à ouvrir ses portes d'entrée, ou à ouvrir son garage. Alors là, on peut dire, si c'est piraté, il y a quelqu'un qui peut ouvrir ma porte d'entrée à distance. Là, c'est de l'information. Alors, est-ce que quelqu'un va pirater l'information pour que je croie qu'elle est ouverte alors qu'elle est fermée? Bon, c'est peut-être un peu aller loin. Là, cette question sur est-ce que je vais être piraté, on se l'est beaucoup posée sur un autre produit qu'on a lancé, dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle la porte à ouverture à distance. Parce qu'une fois de plus, dans notre programme, vous avez la première partie dont je vous ai parlé, qu'on appelle Detect, et vous avez la deuxième partie qui s'appelle Pilote, et là, qui consiste à piloter à distance. C'est évidemment le cas de Somfy qui permet, grâce à Taoma, de monter et descendre ses volets roulants à distance. Nous avons ça, mais nous avons aussi la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, ça c'est une option qui n'est pas gratuite. Hein. C'est pour ça que j'étais resté sur cette information gratuite. Donc ça, c'est une option qui consiste à équiper la porte d'un moteur et à le relier à la box, et vous pouvez ouvrir votre porte à distance. Alors à quoi ça sert? Ça sert à des tas de gens qui peuvent se l'offrir et qui savent que les deux travaillent, et parfois ils ont besoin d'ouvrir la porte à un livreur ou à quelqu'un qui vient réparer le chauffage, ou à des enfants ou à des amis, et qui peuvent ouvrir leur porte à distance. Bien. Là se pose la question de cette sécurité. Et donc le produit qu'on a permet de le résoudre très simplement, c'est que si vous avez cette phobie-là, quand vous partez en week-end ou quand vous partez en vacances, notre produit, tout simplement, vous le fermez à clé et ça coupe l'électronique. Donc c'est comme ça qu'on a réglé la question. C'est-à-dire, si typiquement les gens qui pensent que c'est dangereux, ils peuvent garder ce produit-là parce qu'ils savent que le chauffagiste va passer ce jour-là, donc ils laissent la porte fermée, il y a 5 points de fermeture, mais le verrouillage à clé n'a pas été fait, et la porte peut s'ouvrir à distance. Et si, de manière générale, ils pensent que c'est dangereux, eh ben, ils ferment à clé, et ils ne l'utilisent que quand ils en ont réellement besoin. Et en particulier, quand ils partent en vacances, ils peuvent vraiment fermer à clé. Donc voilà comment on a réglé la question de façon mécanique, pour répondre complètement à la phobie des gens qui peuvent se dire, parce que là, il y a une vraie question de sécurité. Là, c'est ma porte d'entrée, si quelqu'un peut l'ouvrir à distance, là, ça commence à devenir vraiment embêtant. Donc voilà comment on a réglé cette question-là. En tout cas, sachez que ça préoccupe vraiment la salle, ces questions de sécurité, puisque j'en ai d'autres, mais je vais passer à un autre sujet. Aujourd'hui, il faut une box. Alors, je me fais juste l'interprète de la question qui est posée. Hein. J'ai essayé d'avoir moi aussi suivi. Donc, il faut une box pour les différents éléments, en tout cas dans la maison. Est-ce que l'avenir, donc là on va parler un peu transformation digitale, ne serait-il pas de s'affranchir de ces box, pour que toute la data soit gérée de A à Z finalement dans le cloud, qu'il n'y ait pas de box? C'est lié à la question de la sécurité. Là, et voilà, mais c'est pour ça que ça me permet de faire le pont et ça ouvre. Un des intérêts avec Deltador, et je ne l'ai pas beaucoup dit tout à l'heure, donc vous me donnez l'occasion de le dire, c'est que Deltador a déjà implanté cette box beaucoup pour la gestion du chauffage. Parce que moi, je vous ai évidemment beaucoup parlé de mon métier, les fenêtres et les portes, mais quand on parle de gestion à distance de sa maison et d'information à distance sur sa maison, je dois avouer que le premier besoin qu'on a toutes et tous, c'est avant les fenêtres, c'est le chauffage. C'est mettre son chauffage à distance. C'est encore plus intéressant que de savoir si on a fermé, comme ça quand on arrive, on a la maison qui est chaude au lieu de patienter une journée. Bon. Et ça, c'est le travail de Deltador. Et Deltador l'a fait et le fait depuis des années, et il a labouré, et tous les électriciens connaissent absolument par cœur Deltador. Donc déjà, cette box, elle sert à plein de choses, parce que vous avez aussi les consommations, vous avez l'éclairage, vous avez une alarme. Donc aujourd'hui déjà, à travers Deltador, il y a tout un écosystème qui est son métier.
et qui l'a installé depuis très longtemps. Donc déjà, cette box, elle sert à plein de choses. Donc c'est une première façon. On n'est pas obligé d'en rajouter une autre pour gérer le chauffage ou pour, etc. Cette box, c'est une des raisons du choix de Deltador. Elle sert déjà à plein de choses. Bon, après, on entend dire, alors c'est loin d'être ma spécialité, hein, mais on entend dire qu'effectivement, un jour, tout ça, ça sera sur le cloud. Typiquement, Somfy a sa box, Deltador a sa box. Est-ce qu'un jour, tout ça, ça sera dans le cloud et tout ça, ça se parlera? C'était ça, je pense, c'est fort probable. De la question. C'est fort probable, mais je ne suis certainement pas un des mieux placés pour vous dire quand. Voilà. Là, je vais reprendre la main si ça vous dérange pas. Oui, au contraire. On parle de dématérialisation en fait dans ce cadre-là. Donc, quand on commence à propulser des éléments sur le cloud, on parle d'éléments logiciels pour la plupart. Donc, ça veut dire standardiser les différents protocoles et avoir accès à un logiciel ou à deux logiciels qui dialoguent entre eux. Donc, le cloud ne résout pas le problème de la connectivité interne. Ça veut dire qu'il faudra tout de même avoir une box, voilà, en intérieur qui aura peut-être moins de fonctionnalités, mais qui permettra au moins de piloter les pare-feux, interdire donc que des virus s'inscrivent sur les objets connectés, et interdire également que n'importe qui puisse s'introduire dans les maisons. Mais cette problématique de sécurité est très importante. Celle qui est abordée en fait à travers les fenêtres, on est sur des éléments passifs qui ne donnent que de l'information. Donc en effet, on pourrait capturer l'information, mais le risque est quand même minime. Il y a d'autres objets connectés aujourd'hui beaucoup plus, je dirais, vicieux, j'ai le droit? Oui. Oui. Dans la maison, quand on prend des Google, quand on prend Amazon, quand on prend etc., aujourd'hui, il y a un ensemble d'objets connectés qui captent la voix, qui captent votre présence et qui ne sont pas forcément sécurisés. Aujourd'hui, quand vous avez une box en Wi-Fi qui a pour mot de passe 1, 2, 3, c'est un problème. Ce n'est pas forcément que la box ne soit pas sécurisée, c'est que la manière dont vous avez installé cette box n'est pas sécurisée. Donc c'est tout le problème en fait, de la sécurité, de la domotique dont on parlait aussi tout à l'heure, dans les environnements des particuliers vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément formées à ça. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de questions, mais il y en a une qui n'a rien à voir, donc on peut se permettre de la prendre. Comment intégrez-vous à votre gamme le surcoût technologique, R&D, produits, maintenance, dans un contexte de réduction des incitations fiscales? Oui, alors là, c'est pas forcément lié. Hein. Pas totalement, non. C'est pas forcément lié. Voilà, bon, il y a une question sur la baisse des incitations fiscales et une question sur... non, mais j'ai répondu tout à l'heure. Si nous ne prenons pas de marge, si nous ne faisons pas payer cette innovation, c'est qu'elle est prise dans l'ensemble de la marge de l'entreprise, point. C'est que l'entreprise... Les fameux 20% de tout à l'heure. Donc l'entreprise prend à sa charge toutes les dépenses de R&D, toutes les dépenses, les investissements qu'on a pu faire vis-à-vis avec Deltador et d'autres qui ont été très coûteux, tous les stocks qu'on a mis en place, tout ça, ça coûte, évidemment, c'est l'entreprise qui le prend en charge et qui ne le fait pas payer à ses clients. Bon, voilà, donc ça suppose qu'on continue à vendre des fenêtres et à gagner de l'argent en vendant des fenêtres. Voilà ce que ça suppose. Bon, alors après, l'autre question, c'est le CITE, et c'est donc les incitations fiscales que je traduis en CITE. Donc ça, c'est une autre question, puisque notre marché, le marché de la fenêtre en général, a subi une énorme envolée fin 2017. C'est bien baissé fin 2018, puisque ce crédit d'impôt a été arrêté. Monsieur Macron a décidé le 19, lui-même personnellement a décidé le 19 décembre de nous le redonner, c'est-à-dire que la fenêtre revient dans le crédit d'impôt, et donc on pense que ça va être bien mieux pour notre marché cette année 2019. Voilà, néanmoins, je pense que c'était la question, cette incitation est beaucoup plus faible qu'elle n'était avant. Avant-dernière question, justement, est-ce que votre solution de détection d'ouverture pourra s'adapter sur vos anciens produits? Non. C'est clair? Non, puisque c'est mis en usine. D'accord. C'est posé en usine. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est simple à poser. C'est simple à poser pour l'installateur, c'est simple à installer pour l'installateur, c'est parce que ça a été préalablement installé en usine. Ça veut dire qu'on a fait les usinages et qu'on les a posés. Et ça, c'est plus compliqué à faire. Alors, il y a d'autres produits qui existent sur le marché pour faire ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire d'aller l'installer sur des produits, pour des produits existants. Une dernière question qui ouvre sur l'avenir. 5 ans de R&D pour votre fenêtre connectée. Aujourd'hui, vous travaillez sur quel sujet? Sur la suite, mais là je ne peux pas en parler. Là, je ne peux pas en parler. Non, mais là, bien sûr, la suite, d'autres produits dans le Smart Home. Eh bien, on reviendra donc l'année prochaine pour savoir ce sur quoi vous travaillez. Je sais qui a posé la question. Bon.
En tout cas, merci pour votre participation active sur les questions. Vraiment très très bien. Merci. Et je redonne la parole pour la conclusion. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage juste avant. Donc, vous avez, pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus la connaissance de l'initiative K-Line, 30 minutes donc dans la salle Fishbowl. Et pour cela, donc, je vais demander à Élise peut-être de pouvoir indiquer aux personnes donc, la salle Fishbowl qui est par là-bas. Mais de toute façon, par là-bas, c'est ça ? Vous pourrez me suivre, du coup, je vais rester ici et emmener les intervenants et les personnes qui le souhaitent dans le local qui se situe à côté du pôle expert. Merci beaucoup.